J'ai vécu, on va dire, dans deux pays, soit en révolution, soit en soulèvement populaire. Bonjour, je suis Rafika, je suis journaliste, formatrice et entrepreneur dans les médias et le digital. Je suis franco-algérienne. J'ai 35 ans. Non, je ne suis pas mariée parce que, comme on dit, j'aime bien répondre ça, mektoub, point, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Moi, j'ai jamais été avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Ensuite, ma vie a été assez chamboulée ces dernières années. J'ai fait 4 déménagements de 4 pays en 4 ans, donc ça fait beaucoup de perturbations et du coup, pas le temps de rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est privé. J'ai grandi en banlieue, au nord de Lyon, et en fait, j'aimais pas la manière dont les médias parlaient des habitants des quartiers populaires, et je me suis dit, pourquoi pas moi parler de gens comme moi, en fait, qui viennent de ces milieux-là, et sans parler du fait que le journalisme et puis l'écriture, ça a toujours été une passion depuis toute petite. Et du coup, en Master 1, donc j'étais en droit et sciences politiques, et j'ai fait un stage dans un journal pendant un semestre, et puis c'est là où j'ai découvert le journalisme et ma passion. Voilà, c'est là que j'ai compris que j'avais cette passion-là. Et en fait, j'adore, je trouve ça très important de mettre en lumière certaines réalités, de raconter, de témoigner en fait de ce que je vois, de ce qui se passe. C'est très important. Donc j'ai commencé le journalisme à Lyon. Et puis, quand il y a eu la révolution tunisienne, je suis partie en Tunisie. J'avais prévu de rester 6 mois là-bas. J'ai fait 5 ans là-bas. J'ai développé d'abord un média qui s'appelle le Tunisie Bandit Blog, à Sidi Bouzid et puis dans d'autres villes, des zones marginalisées de la Tunisie. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de former des jeunes dans le journalisme, dans ces régions-là. Et là, j'ai développé un centre de formation multimédia, voilà, pour former des journalistes. Et voilà. Après, je suis retournée en France. J'ai habité à Marseille. J'ai commencé à travailler comme consultante. Et donc, à faire des missions de coaching, de formation pour des médias au Maghreb et puis maintenant un peu plus au sud, pour le coup là au Sénégal. Entre-temps, j'ai habité en Algérie. J'ai été correspondante pour un média où j'ai couvert en fait le mouvement populaire, le Hirak. Qui a duré à peu près 1 an et demi, et puis le confinement, donc c'est un peu tout bloqué. Et c'était assez incroyable en fait. Et donc j'ai dû rentrer en France. Et puis là, je commence à travailler au Sénégal. Voilà. En fait, c'est très personnel. Et j'aime pas du tout parler de ce qui est personnel, donc je rentrerai pas trop dans le détail. Mais en fait, autour de moi, dans ma famille, il y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs quotidiennes, et pour moi c'est insupportable en fait de me dire que les gens que j'aime souffrent physiquement déjà en permanence, c'est très dur. Et donc j'essaye moi à mon niveau le plus possible d'être présente pour elles, pour ces personnes-là, et c'est ça, parce que en fait au-delà de ça, ce que je viens de dire, quand on vit une mauvaise expérience, en fait, le plus important, c'est ce qu'on en tire derrière. Est-ce qu'on en tire des leçons, un apprentissage, se dire je vais pas refaire ça. On sait très bien que quand on vit certaines mauvaises expériences, en tout cas, on devient plus fort, on devient meilleur, et que l'être humain s'améliore comme ça. Du coup, pour moi, une mauvaise expérience, et j'en ai eu comme tout le monde, je le vis pas comme un échec, en fait. Je le vis comme une leçon que la vie vient m'apporter. Et c'est à moi de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc, du coup, pour moi, il y a une mauvaise expérience, c'est une opportunité, en fait, pour mieux se connaître. J'ai vécu, on va dire, dans 2 pays, soit en révolution, soit en soulèvement populaire. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire de voir tout un peuple, toute une société se lever comme une seule personne, en fait, et vouloir faire tomber un système. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, se dire que il peut y avoir des mouvements comme ça de masse avec le même objectif, en fait, le même horizon, c'est-à-dire une vie meilleure, une vie digne. Et ça, c'est extraordinaire, en fait, en tant qu'être humain, de vivre ça. De toute façon, mon travail et ma passion, c'est pareil. Il n'y a pas de différence.
Voilà. Oui, je suis devenue féministe en écoutant un podcast qui s'appelle Un podcast à soi. Parce qu'en fait, avant, j'étais pas féministe. J'ai toujours été sensible à plein de causes. Et du coup, il n'y a pas une cause plus importante qu'une autre. Et en fait, c'est en écoutant ce podcast que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des questions qui vraiment relèvent du corps féminin et du statut des femmes. Et qui fait qu'il y a des injustices qui sont vraiment précisément là parce que une personne est une femme. Et vu qu'on est le plus grand groupe humain au monde, à être, on va dire un petit peu, maltraité, ouais, je le suis devenue comme ça. Mais c'est pas une cause que je porte au-dessus des autres. Hein. Pour moi, la plus importante des causes, à mon échelle, c'est celle d'avoir un bon journalisme, en fait. Parce que c'est tellement important dans un pays, une bonne information. Ça permet aux gens déjà de savoir ce qui se passe, en fait, de plus subir les choses, de plus subir les politiques. Ça permet aux gens de décrypter vraiment ce qui se passe et surtout de demander des comptes aux décideurs, peu importe le type de pays dans lequel on est, hein, que ce soit des pays ouverts ou fermés. Être bien informé, c'est le minimum, en fait. On peut faire tellement de choses et de dégâts dans une population quand les gens sont mal informés que, pour moi, c'est cette cause-là, en fait, la plus importante. C'est le journalisme, c'est former des bons journalistes qui soient pas au service du pouvoir et de l'argent, mais qui soient au service, en fait, de la société, de la population en général. Et vraiment, je parle par expérience. En tant que femme, je rencontre pas de difficultés. En fait, le plus important, c'est d'assumer ce qu'on est. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si je suis féministe, j'assume ce que je suis. Et en fait, le regard de l'autre ne m'importe pas dans ce qui va me définir. Donc, c'est pour ça que je ne le vis pas comme un problème. Elle me dit, ça peut déranger des gens de dire, ouais, je suis féministe, ou je suis musulmane, ou je suis journaliste. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne change strictement rien à mon quotidien, en fait. Donc, voilà, ça, c'est pas je ne le vis pas comme un problème, en tout cas. Oui et non. Alors je suis satisfaite de ce que j'ai accompli parce que je trouve que c'est assez unique ce que j'ai pu vivre, je veux dire, pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai pu vivre, vraiment d'avoir rencontré autant de gens hyper différents dans autant de pays différents, c'est une richesse. C'est une richesse parce qu'en tant qu'être humain, tu apprends à devenir une meilleure personne et tu te nourris de ça. Et vraiment, moi, surtout en tant qu'aventure humaine, c'est ce que je retiens le plus. J'ai eu la chance de vivre dans des pays, de vivre dans plusieurs pays, de travailler dans plusieurs pays, au sein de différentes rédactions. Et ça, on va dire, c'est positif. Et après, le négatif, c'est que malgré toutes ces expériences, je continue à me chercher. En fait, je continue à savoir à me demander qui je suis, à quoi je tends et qu'est-ce que je veux. Et ça, c'est assez dur à vivre au quotidien, de tout le temps se remettre en question et toujours de mettre la barre plus haut que ce qu'on a fait avant. Et voilà, c'est pas toujours facile à vivre, mais en tout cas, quand je regarde derrière moi, je me dis que déjà sur le plan du travail, j'ai aucun regret, ni aucun remords, parce que j'ai toujours essayé d'être fidèle à mes convictions, mais au sens propre, parce que je suis quelqu'un qui est très carré sur ces choses-là. Et voilà, par exemple, on n'a qu'une parole, et la parole donnée, pour moi, elle peut pas être remise en question, par exemple. Donc des choses comme ça, quoi. Voilà. Pourquoi triste? J'étais triste pendant tellement longtemps que je veux plus l'être. Ça, c'est facile. Je souris même quand je veux pas. Ouais, ça, franchement. Des fois, je me lève le matin, je sais même pas où je suis, ni dans quel pays, ni dans quelle ville. Ah, ça m'arrive depuis des années, ça, aucune idée. Et même une fois, j'ai mis genre au moins 5 minutes à me rappeler où j'étais. J'avais aucune idée, mais vraiment aucune. Il y a même une fois où j'ai cru que j'étais rentrée. Non, j'ai cru que j'étais pas rentrée et j'étais rentrée en fait. J'avais oublié que j'avais pris l'avion, quand même 13 heures d'avion, je dis pas, mais j'avais oublié. J'étais là, je dis ah non, je suis pas encore partie en fait. Voilà, c'est une... Moi, j'aime bien l'expression Azamag, le magazine des femmes qui s'assument, parce que on voit bien aujourd'hui que
les femmes ont démontré qu'elles étaient aussi capables que les hommes dans à peu près tous les domaines, que la finalité de tout ça, pour moi, c'est pas d'opposer les hommes et les femmes, parce que ça, c'est pas possible, un monde comme celui-là. Mais c'est juste il faut que les femmes, elles arrêtent en fait de se challenger, de se mettre la pression pour prouver qu'elles sont capables. On est vraiment dans des sociétés, et peu importe le type de société. Moi, j'ai vraiment habité dans un endroit très différent. Et faut arrêter de se mettre la pression du genre, parce que tu es une femme, tu dois être capable de prouver que tu peux autant assurer à la maison qu'au travail pour pouvoir être tranquille au travail, pour pouvoir travailler. Voilà. Ça, il faut arrêter de se mettre des barrières comme ça et de devoir justifier, par exemple, de pourquoi je reste femme au foyer quand toutes les femmes travaillent. Il n'y a pas de métier saut, il n'y a pas de... Voilà, pour moi, c'est très noble d'ailleurs d'être une femme au foyer. Et il faut vraiment arrêter avec ce diktat-là, en fait, qu'on se met toute seule. On n'a même pas besoin de la société pour ça. Mais toute seule, on va se mettre cette pression-là, en fait, il y a des moments où cette pression-là, il faut juste la faire exploser, juste pour qu'on respire un petit peu, en fait. Et c'est super important. Merci à Jana.